Bonsoir, merci beaucoup d'être venu chez Carib ce soir pour rencontrer et écouter surtout Eric Harlix, dont Golden Hello en fait est sorti il y a quelques semaines aux éditions Joux. On reviendra sur les éditions Joux. Euh, Eric Harlix, c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis quelques années, que j'apprécie beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir rentrer dans cet univers assez magnifique, avec pas mal de facettes peu classiques en littérature. Avant donc de parler des contenus et un peu du parcours, j'aurais bien aimé qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on écoute tout de suite un extrait de Golden Hello, puisque c'est quand même un texte qui est fait et conçu pour être déclamé, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas pour être projeté vers le public à voix haute. Alors, il passe à la supérette à 8h10. Il règle rubis sur l'ongle, 4 bières 8,6 degrés à 1,10€ la canette. Il ne reviendra qu'aux environs de 15h en reprendre 4. Son niveau de stress quotidien, c'est 8 x 8,6. Elle passe à la supérette à 8h12. Elle règle 2 mini-sachets de Bombec avec un billet de 10€. Elle a 18 minutes pour se rendre à l'école en vidant les 2 mini-sachets. Elle renouvellera l'opération vers 16h45. Son niveau de stress quotidien, c'est 4 x 16 bonbons. Il passe à la supérette à 8h13. Elle règle 4 bières et 1 litre de vin blanc premier prix. Il reste à ses côtés les mains dans les poches. Elle va partir au travail dans 5 minutes. Il regarde ses baskets. Son niveau de stress quotidien, c'est 8 bières, 2 litres de vin blanc, plus si possible. Elle passe à la supérette à 8h16. Elle prend 2 boîtes de 10 capsules de Lungo premier prix, dose quotidienne qu'elle accompagnera de 20 cigarettes. Son niveau de stress est élevé après 4 années passées sur un site de rencontre. Elles passent à la supérette à 8h53. Elles seront en retard de quelques minutes au collège. Elles prennent du soda, des cookies, des Bombec. Elles fouillent le fond des poches de leur jogging à la recherche de pièces en se déplaçant très lentement jusqu'à la caisse. Leur niveau de stress, c'est avoir des pièces, du sucre et des bulles. Elle arrive à la supérette à 9h02 et moins de 20 secondes plus tard, elle passe à la caisse avec 2 poulets soldés pour cause de date limite du jour. Son niveau de stress, c'est de trouver du poulet à moins de 2€ le kilo. Ils passent à la supérette à 9h36 en couple. C'est les grosses courses du lundi matin, leur dimanche à eux, sans les enfants. Le caddie est plein en moins de 15 minutes. Ils règlent en carte bleue. Leur niveau de stress est contenu dans leur caddie. Un caddie témoin de la fin de l'histoire. Il passe à la supérette à 9h59. Il est un cas social pour certains, un mec qu'il faut aider pour d'autres. Faire les courses lui coûte beaucoup en niveau de stress et malgré une répétition mentale de plusieurs heures du parcours idéal dans la supérette pour y passer le moins de temps possible, une fois sur place, il ne suit pas son schéma et passe plus de 20 minutes en pleine crise d'angoisse avant de réaliser qu'il a déjà pris tous les produits figurant sur sa liste. Ils passent à la supérette à 10h59. Ils ont pas mal pleuré depuis 30 minutes dans son appartement à elle. Ils prennent des carottes râpées en barquette Bonduelle, du jambon Herta, le goût des choses simples et une baguette toute molle. Youpi, c'est pas la fête. Leur niveau de stress, ils ne savent plus vraiment où ils se trouvent. Il passe à la supérette à 11h02. Il dépose ses piles usagées dans la petite boîte de recyclage et n'achète que des produits industriels bio. Il règle par chèque du crédit coopératif. Et c'est super chiant pour les clients qui attendent dans la file car c'est beaucoup plus long, surtout qu'il est tatillon à longuement vérifier le chèque après qu'une machine l'ait rempli automatiquement. On ne sait jamais. Son niveau de stress, c'est on ne sait jamais. Ils passent à la supérette à 11h30. Ils prennent 4 cheeseburgers micro-ondables. Ils les préparent. Ils ont l'impression de cuisiner. Aujourd'hui, ils n'ont pas été au kebab. Ils sont ados. Ils ne pensent qu'à baiser du matin au soir et du soir au matin. Ils compensent avec du gras. Un groupe passe à la supérette à 11h58. C'est des représentants. Ils rigolent pas mal en optant pour des petits wraps à 2,10€ l'unité. Ils en prennent une bonne quantité et c'est rigolo en soi de les porter ainsi que du thé glacé et des Volvic citron. Ils vont manger très vite dans un parc à proximité, il fait beau. Ils sont pressés et motivés de retourner travailler dans moins de 20 minutes. C'est la réunion mensuelle départementale et cela se passe plutôt bien. Leur niveau de stress, c'est quand les chiffres ne sont pas bons. Ils compensent avec des crédits auto, des crédits voyage, des crédits shopping pour se ressourcer. C'est la supérette. C'est comment calculer le niveau de stress des gens juste avec leur livre de course en fait.
C'est vrai que on va y revenir de toute façon, mais c'est un des textes les plus emblématiques, je pense, de Goldenello, enfin en tout cas d'un des versants de Goldenello. Donc moi j'ai découvert Eric Harlix d'abord en tant qu'éditeur en fait, des éditions R, avec des choix de textes qui m'ont beaucoup fasciné en fait, parce qu'il y avait un parti pris assez rare d'abolir un peu les distinctions entre la fiction, l'essai, et d'accepter de parcourir en fait le champ littéraire au sens large et le champ des sciences humaines en se disant finalement la résonance est tellement étroite entre certaines études. On peut étudier les ludites au XVIIe, enfin au XVIIIe, au XIXe siècle, et puis en même temps projeter, à demander à un collectif de travailler sur les arnaques nigérianes, enfin les arnaques ivoiriennes, enfin on peut travailler sur un vrai faux dictionnaire et en faire des choses. On peut demander à quelqu'un d'imaginer Buffy se réveillant dans un hôpital psychiatrique et se demandant si tout ça est vrai. Donc il y a eu un énorme travail éditorial, et c'est seulement après coup, après avoir commencé à parcourir le catalogue d'Air, que j'ai découvert Eric Harlix, écrivain. Et en fait, Eric Harlix a fait deux très chouettes textes, enfin, en fait, plus que ça, puisqu'il y en a un qui est un recueil déjà, que je vous encourage, évidemment, si vous ne le connaissez pas, à ne pas hésiter à découvrir également, chez Aldante. Mais c'est pas cela que j'ai découvert en premier, moi, c'est Le Monde joue. Le Monde joue est un texte vraiment surprenant, on va pas épiloguer longuement dessus ce soir, c'est un texte qui a maintenant 12 ans, enfin, en termes de publication, moi je sais pas quand il a été écrit. Il a été écrit en 2003, j'ai signé chez l'Article en 2004 et le livre est sorti en 2005. 2005. Et Le Monde joue, c'est un texte vraiment étonnant parce que c'est très difficile à définir. Il y a une part là-dedans qui est un manifeste, qui est un appel aux armes, mais aux armes pas faisant des barricades, c'est plutôt trouvons une énergie pour à la fois en toute lucidité être terriblement conscient de tout ce qui merde aujourd'hui, et en même temps, par rapport à ça, que peut-on faire? Et on n'est pas du tout dans un ton ni de la lamentation, ni de pur élan utopique, mais il y a un peu un mélange de plein de choses. C'est un texte assez curieusement, et pourtant c'est tragique parce que ça parle vraiment du contemporain, et ça file quand même vraiment la pêche. Enfin, c'est assez étonnant. Enfin, on sort du monde du jour, on a envie de se battre. Donc, ça a été adapté au théâtre par une troupe qui s'appelle le groupe Merci, sous le nom de Colère. Ça a joué pendant plusieurs années. Et le premier chapitre du livre, l'acteur le fait avant que les gens rentrent dans la salle pendant qu'ils font la queue. Et moi je rigolais de surexcitation, tellement je trouvais ça génial de faire ce chapitre qui est très particulier parce que je m'adresse au lecteur dans le premier chapitre en lui disant est-ce que tu as vraiment envie d'être là, tu ne veux pas partir, ou tu lis une ou deux pages et puis tu reviens la semaine prochaine. Enfin, une sorte d'introduction. On dit, voilà, je teste un peu la motivation du lecteur. Du coup, oui, c'est bon. Tous mes livres sont comme ça en fait. Chaque livre, c'est une forme différente. Donc, je prends des 9 langues qui existent, je fais des compositions très. C'est pour ça que j'ai pas d'unité non plus forcément de style ou de langue. Chaque projet est différent. Donc, je comprends ce que tu dis quand tu dis voilà, c'est un objet un peu hybride en fait. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Et alors justement, enfin ensuite, bon, il y a eu un énorme travail fait sur R, et donc 12 ans après Le Monde joue, voilà Goldenello, donc et qui lui-même donc intègre cette hybridité, puisque on va le commenter pas mal. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est un petit peu la naissance de Goldenello, à la fois sur l'aspect des contenus dont on reparlera tout à l'heure, et puis aussi sur voilà l'envie d'en faire un texte fait pour être voilà, pour être projeté, fait pour être accompagné musicalement. Donc comment ce projet est né en fait sous cette forme-là, puisque Goldenello, là on l'a ce soir dans l'intimité du texte, mais c'est un texte qui également donc a été projeté, enfin et dans déjà 4 ou 5 lieux musicaux, hein, en fait, avec donc deux musiciens que je vais te laisser enfin, présenter, mais ils sont tous les deux très connus. Donc il y a Serge Tessoguet, guitariste, qui fait une musique improvisée avec sa guitare depuis une quinzaine d'années. Avant, il a fait 20 ans de Noir Désir, et puis après, il est passé dans d'autres genres de musique.
Et puis Christian Vialard, qui est artiste, prof à la Villarson, et aussi musicien, qui est moins connu, qui fait de la musique électronique. L'envie, c'est... Moi, j'écris, donc je fais pas forcément des livres. J'ai pas de suivi avec des éditeurs. Comme je fais des formes différentes, à chaque fois que je signe un livre chez un éditeur, il me prend pas forcément le livre suivant parce que c'est plus dans sa ligne ou c'est trop différent par rapport au précédent. Donc du coup, j'écris. Voilà. Après, ça peut être des livres, mais pas forcément. Je suis pas romancier, je fais pas juste des livres pour qu'ils soient édités. Donc là, dans le cas de Golden Hello, j'ai commencé à écrire quelques textes. Il y en avait 6. J'ai commencé à les envoyer à quelques éditeurs. J'ai eu des retours plutôt négatifs comme à chaque fois. C'est-à-dire que tous les éditeurs depuis 15 ans me disent la même chose. C'est-à-dire, ne tiens pas ces promesses fictionnelles. Voilà, c'est toujours ça. On veut des romans, alors on adore l'ambiance, on adore la langue, mais ça bug trop souvent. La première nouvelle de Golden Hello, c'est un roman, en fait. C'est un vrai roman. Mais moi, au bout de 15 pages, un vrai roman, ça m'intéresse plus. Donc il faut qu'il y ait un bug, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc du coup, cette première nouvelle, si j'en fais 100 pages, ça devient un roman qui peut être à peu près édité, je pense. Parce que là, il y a une vraie promesse fictionnelle. On peut suivre des personnages, il y a des rebondissements, on est plus proche du roman. Et c'est fort ce que tu dis, parce que je pense qu'il n'y a pas seulement la première. Je pense qu'une bonne partie en fait des nouvelles, enfin, appelons-les des nouvelles, mais pour simplifier, hein, de Golden Hello, moi je trouve que c'est effectivement des exosquelettes en fait, enfin, ou des structures internes de Terminator. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'essentiel, il est là. Et après, effectivement, on pourrait mettre de la chair un peu inutile, enfin, autour, mais l'essentiel a été dit en 7, 9, 14 pages. Le reste, c'est de la fioriture, c'est pour faire joli, c'est pour occuper un peu le terrain, c'est pour devenir éditable de façon facile. Mais l'essentiel, il est là. Enfin, moi, c'est une des choses qui frappe. Il y a une densité énorme. Je ne dis pas que je saurais le faire. De grossir, d'aller au fond des histoires, des émotions, tout ça. C'est juste que ça, en fait, ça m'intéresse pas, en fait. Vraiment pas. Donc, moi, mes formes, elles doivent être dynamiques. Bon, dans tous mes textes, il y a quand même toujours souvent des formules. J'adore trouver des phrases qui sont un peu des formules, des slogans, donc une manière de résumer, d'aller à l'essentiel avec des phrases un peu choc. Du coup, j'ai pas le temps d'installer des personnages, tout ça. Je trouve ça très ennuyeux très vite, donc c'est pour ça que ça va vite. Ça va très vite. Là, l'idée de Golden Hello, c'était à travers des textes courts, essayer de faire des focus sur l'état du monde. Alors l'état du monde, un peu d'hier, un peu d'aujourd'hui et un peu de demain. Quelque chose qui soit entre quelque chose qui parfois est un peu de l'ordre du documentaire, parfois de la fiction et puis parfois un peu d'anticipation. Voilà. Et la genèse, pour répondre à ta question, donc voilà, j'avais 6 textes. Ça faisait 2-3 ans que j'étais en contact avec Serge Tessoguet, mais il a à peu près 17 projets en permanence en cours, donc c'est très dur de s'insérer dans ces projets. Et à un moment donné, il m'a dit que voilà, il était en train d'abandonner certains projets, donc je lui ai fait une proposition. Alors lui, il me dit bon, ouais, ça m'intéresse, mais moi je veux une rencontre artistique. Donc, 3 semaines après, il jouait à la Maison de la Poésie avec 3 poètes. Et un des poètes, Michel Bulto, était malade. Donc il m'a demandé de le remplacer. Il m'a dit tu lis ce que tu veux. On a 20 minutes ensemble sur scène. Et voilà. Donc j'ai lu un extrait de. Enfin non, j'ai lu une vidéo. J'ai lu une vidéo et une supérette. Ça s'est bien passé. Et puis du coup après on a enchaîné sur des trucs. Donc voilà, après moi je l'ai proposé évidemment à des éditeurs en me doutant que j'allais être parce que c'est des nouvelles pour eux, voilà, c'est des nouvelles, donc qui a envie d'éditer des nouvelles? On édite des nouvelles d'écrivains hyper connus, mais d'écrivains pas très connus. Il y a quelques exceptions, mais ça reste rarissime. Ouais, ça reste rarissime, mais chez les gros encore plus. Voilà, donc
donc c'était voué à l'échec. Et après, confier ce texte à des petits éditeurs, ça m'intéressait pas trop parce que ils ont tellement de soucis pour sortir des livres qu'après, ils n'ont pas le temps de les travailler. Et moi, ce texte, j'ai envie qu'il soit travaillé puisque, je le joue sur scène, c'est sur plusieurs années. Il y a des gens qui veulent le monter au théâtre, donc je préfère m'en occuper. Et c'est pour ça que j'ai lancé Édition Joue, mais c'est plus comme Édition R, c'est plus le diffuseur, les programmes, les soucis, la banque, les charges, tous les trucs compliqués. Là, c'est une association, je vends Golden Hello, et quand il y a assez de sous pour faire un autre livre, je fais un autre livre. Voilà. Ouais, un modèle qui est réellement alternatif, mais effectivement qui essaye de trouver... Un modèle qui existe chez tous les musiciens en leur label. Dans la littérature, ça semble ringard en fait. C'est ah ouais, tu t'auto-édites, t'es un ringard. Alors que dans la musique, c'est au contraire, tous les musiciens ont leur label. Alors après, sur ça, l'auto-édition, enfin moi je fais juste une petite parenthèse en tant que libraire. Il y a auto-édition et auto-édition, si tu veux. Enfin, t'as des gens dont le seul discours quand ils s'auto-éditent, enfin quand ils se font auto-éditer, ce qui est terrible parfois, c'est on n'a pas voulu de moi. C'est assez différent quand t'es quelqu'un qui pendant 12 ans, 15 ans a animé une maison d'édition avec des textes, d'une vraie qualité. Pour moi, c'est pas de l'auto-édition, c'est un éditeur qui se trouve être aussi auteur et qui, dans son programme, va mettre un de ses textes. C'est quand même pas tout à fait la même chose. J'ai 9 livres. C'est pas comme si c'était mon premier texte. Ça, exactement. Tu vois. C'est pour ça, là, je te trouve un peu cruel avec toi. Non, mais c'est les retours qu'on a que je peux avoir aussi. Quand on ne me connaît pas, on me dit ah oui, t'as auto-édité ton livre. Il y a un petit sourire, quoi. Non, moi, je suis pas un immense fan de l'auto-édition pure et dure parce que en tant que libraire, je suis bien obligé de l'avouer. On est aisément submergé par les demandes et bon, surtout quand on a 45 mètres carrés comme nous, on peut pas apprendre toute l'auto-édition ne serait-ce que de France pour commencer. Et les sollicitations sont innombrables. Mais justement, c'est pour ça que je fais des gradations quand même très très fortes parce que voilà, il n'y a pas une auto-édition, il y a toutes sortes de choses. Et pour moi, c'est vraiment pas pareil. Là, c'est une maison d'édition faite par un éditeur professionnel qui se trouve éditer un texte qui, voilà. Oui, je me suis pas édité pendant 10 ans chez R, donc j'ai le droit de le faire. Voilà, exactement. Ouais, avant de replonger sur Golden Hello, enfin justement sur cette, tu as commencé à l'évoquer, enfin voilà, ce que ça dit de notre passé récent, de notre présent, et puis un peu de certains futurs possibles. Est-ce que tu nous aurais eu un deuxième extrait? Jean-Michel arrive à son domicile vers 18h30. La télévision est éteinte. Il est étonné. Francine surgit de la cuisine pour venir l'embrasser. Elle est en panique. Julien a de la fièvre. Le cabinet du docteur ne répond pas. Et cette télévision qui est en panne? Jean-Michel allume la télévision vers 18h34. Une mire apparaît, semblable sur les centaines de canaux disponibles. Il comprend que la télévision n'est pas en panne, qu'il s'agit d'un problème global de diffusion, qu'il se passe peut-être quelque chose de grave sur les réseaux téléphoniques ou optiques français. Jean-Michel saisit son smartphone et constate que son réseau 4G fonctionne. Il tente d'appeler le cabinet du médecin et tombe dès la première sonnerie sur la messagerie. Jean-Michel parle avec Francine. Julien, ça va mieux. L'aspirine fait déjà effet. Il est sur sa console. Ils saisissent leur smartphone et appellent des amis. Francine en train de fouiller dans le garage, des cartons au sol. Elle cherche quelque chose. Julien sur sa console. 97e tour de piste de sa course d'endurance, les 24 heures du Mans. Concentré depuis 5 heures. Un casque sur les oreilles. Il n'entend pas Jean-Michel qui semble hurler, un fer à souder dans la main gauche, la main droite accusatrice pointée vers Julien. Francine en train de se battre avec des sacs de congélation collés les uns aux autres. Elle les jette au sol, sa chevelure en bataille. Elle saisit un verre de rosé posé sur le congélateur et soupire en entendant Jean-Michel hurler sur Julien puis descendre en trombe l'escalier. Jean-Michel sur la table du salon. Des cartes de la région dépliées, superposées, des marqueurs en main. Il trace des itinéraires en zigzag à travers champs. Il sait se servir d'une boussole. Il a confiance mais s'inquiète pour Julien qui a toujours été nul avec son corps.
Francine allume des bougies, rejoint Jean-Michel dans le salon, l'interroge sur la durée de fonctionnement du groupe électrogène et semble presque ravie de sa réponse. Elle s'écroule sur le canapé. Julien vient de vomir dans les toilettes. Il rejoint sa chambre en titubant et s'écroule à plat ventre sur son lit. Il dit « putain » en continu. Jean-Michel dit « peut-être que les règles doivent elles aussi changer ». Francine répond « tout cela a sûrement un but, et tu le sais, ce n'est pas possible autrement ». Francine est allongée sur le ventre dans le canapé mauve du salon. Des bûchettes et des brindilles sont réparties autour d'elle, ainsi qu'une marmite. Julien est devant sa console éteinte depuis une quarantaine d'heures. Il n'a jamais autant bu de boissons énergétiques et s'est mis à la cigarette qu'il consomme en continu depuis une semaine. Il lui reste peu de stock. Jean-Michel est parti en ville à la recherche de gasoil, d'eau et de nouvelles. Il y croisera 2 blindés à la station d'essence qui venaient d'absorber les dernières gouttes, station fermée. On dit qu'il reste de l'essence dans le département voisin, mais personne n'est vraiment sûr de cela. Francine se lève du canapé et va se changer. Elle opte pour une robe de soirée noire assortie de ses plus beaux bijoux. Elle descend lentement l'escalier central de la maison en saluant de la main une foule imaginaire. Julien allume sa dernière cigarette avec sa précédente. Il a vu cela quelquefois dans de nombreux films à des moments clés. C'en est un, se dit-il en se levant rapidement de son lit pour regarder 3 rafales survoler la ville. Jean-Michel, incapable de trancher, ressassant des scénarios improbables, se remémorant les milliards d'heures à regarder des films d'action pour y piocher une idée, un truc, à un instinct basique. Francine saisit un verre de rosé tiède en remerciant d'un léger signe de tête un serveur imaginaire. Elle aperçoit par la fenêtre principale du salon Jean-Michel qui rentre, le regard rivé au sol, bredouille sûrement. Julien en train de jongler avec les antidépresseurs de sa mère. Il en attrape un avec sa bouche et l'avale avant de continuer son numéro. Il répète cette figure 3 fois de suite avant d'arrêter et d'ouvrir une canette de boisson énergétique, sa dernière. Jean-Michel dans le garage, en train de pédaler sur un vélo d'appartement relié au groupe électrogène. Il n'a visiblement pas l'habitude de faire du sport et son ventre rebondit contre son corps. Julien a un fer à souder en main au-dessus de sa console. Il demande des conseils à son père qui lui répond par à-coups. Francine dans le salon en train de dessiner des étiquettes de vin qu'elle montre en souriant un crayon de couleur au coin des lèvres à un auditoire imaginaire. Jean-Michel vise sa ligne d'arrivée imaginaire pour ses derniers coups de pédale. Il perçoit déjà son ventre moins gros, son corps plus musclé, c'est une vue de l'esprit. Il titube en descendant du vélo. Julien, fasciné d'avoir effectué les premières soudures de sa vie. Il garde le fer à souder en main, le serre fort, le brandit devant lui. Il pense à Rahan. Francine devant un parterre d'incubateurs, prêt à financer sa plateforme web vinicole. Elle pose son verre de rosé sur le congélateur et entame un long discours, commençant par « I want to make the world a better place ». Jean-Michel, une serviette sur les épaules et un verre d'eau à la main, essoufflé, il s'adresse à Francine qui ne lui répond pas. Il entend et aperçoit 2 hélicoptères EC-665 Tigre passer au-dessus de leur maison. Julien dans sa chambre, une perceuse à la main, un forêt de 12 mm. Il perce les rebords de la fenêtre pour poser un panneau solaire. Il sait bien que si cela fonctionne, il ne pourra jouer sur sa console qu'environ 1 heure tous les 3 jours. Il pense à MacGyver. Francine à la soirée de lancement de sa plateforme web vinicole. Les félicitations pleuvent, les plus grands ont fait le déplacement. Elle s'apprête à faire son discours lorsque Jean-Michel entre dans la cuisine à la recherche de sacs de congélation. Julien devant sa console. Putain, ça marche, tout fou. Il monte dans sa Ford GT et choisit un circuit qu'il affectionne tout particulièrement. Le bruit du V12 le rassure, une cigarette et il pourrait mourir juste après. Heureux. Il conduit tranquillement. Il pense à Al Pacino dans Scarface. Non, je pense pas. Voilà, chacune des nouvelles de Golden Hello est emblématique en ce sens, parce qu'il y a vraiment moi je trouve une rare capacité dans des textes qui sont courts, voilà, qui sont d'une extrême densité, à associer des figures de pop culture à indiquer sans surligner leur dégénérescence et la façon dont en fait c'est l'absence de conscience, enfin le fait, enfin en tout cas sur ces deux-là, hein, sur les 2 extraits que tu as donnés là, la façon dont la consommation
massive et infiniment plus perverse encore que ce qu'on s'imagine, la façon dont elle s'attaque à des racines en fait sociales et politiques et où elle transforme les gens en profondeur. Je trouve celle-ci, enfin, où face, on ne sait pas exactement à quoi, mais disons face à l'apocalypse qui fait rage, où en fait les préoccupations sont effectivement des trois protagonistes sont assez incroyables, enfin, justement nourris de clichés complètement intégrés. Enfin, c'est magnifique, je trouve. Enfin, mais d'arriver, tu vois, à condenser ça et à... Ça, c'est mon créneau sur tous mes livres. Il y a toujours cette envie d'essayer de condenser, d'aller au plus vite dans la critique. Faut trouver des formules pour que ça marche. Voilà, j'essaie de trouver les bons mots, la bonne synthèse pour que ça fonctionne de manière courte, quoi. Si c'est trop long, je m'épuise et ça marche plus. Je trouve qu'il y a un énorme rendement, enfin, sur ces nouvelles, enfin, si j'ose ce mot justement, parce que un rendement littéraire, parce que justement, tu trouves une façon de faire. Enfin, si tu veux, quand tu dis il pense à MacGyver, il y a aussitôt un volume de critiques qui se déverse, alors que tu n'as dit que 4 mots, enfin 5 mots, quoi. Donc il y a pas, enfin, et je trouve que c'est une des grosses forces de Golden Hello, c'est qu'il n'y a pas de discours entre les lignes de type essai, de type harangue, de type ouais, regardez comme ça va mal, ou comme ça pourrait aller mal, ou comme ça allait mal. C'est justement des mots finalement qui se portent tout seuls et puis qui, alors après ça dépend aussi de chaque lectrice et de chaque lecteur pour y recoller son propre imaginaire, mais il y a quand même un fonctionnement qui est, alors je veux dire, enfin ce référentiel, enfin tu vois, de culture populaire, comment tu l'as bâti, comment tu le fais vivre en fait dans ces nouvelles, enfin quand tu... Il n'y a pas de construction en fait. À chaque fois c'est c'est une idée très simple. Donc, un type en enlève un autre, un type a des hallucinations. Comment faire comment faire une critique de la consommation comme dans une supérette de manière très très simple et basique en disant finalement très très peu de choses. Voilà, à chaque fois c'est une idée très très simple. Les nouvelles, je les ai toutes écrites pratiquement d'un coup. Enfin, il y a une idée de départ, et puis au bout de 10 lignes, je sais si ça va fonctionner ou pas. Puis après, comme c'est quand même assez court, ça fait 13-14 000 signes chaque texte. Donc, j'ai pas le temps de me poser trop de questions ni de construire vraiment, en fait. Il y a une idée un peu forte qui est là, et puis après, voilà, Tu vois, mais même en 13 ou 14 000 signes, je repense à une supérette, hein, la façon dont tu vas manier en fait plusieurs registres en parallèle, parce que bon, il y a alors et là je fais une parenthèse parce que tu me dis qu'en fait elles n'avaient pas nécessairement été conçues pour la scène au départ, les nouvelles, et que ça a été plus accidentel finalement que ce que je pensais. Mais en revanche, elles sont, enfin, et ça se sent quand tu les lis, elles sont admirablement scandables. Enfin, ouais, alors pas toutes, pas forcément toutes. Celles qui sont les plus narratives, on va dire, j'ai pas trop envie de les lire sur scène parce qu'il n'y a pas la même intensité dans le texte. Donc, et certaines, quand je les lis sur scène, je lis pas tout. Enfin, il y a des parties que je lis pas parce que ça s'y prête pas. Mais dans mes autres livres, pas forcément ceux-là, mais les autres sont. Alors avant, j'aimais pas lire, donc c'était différent. J'exploitais pas ce côté-là. Maintenant que j'aime beaucoup ça, je peux reprendre des anciens textes et les lire avec le même ton, et ça marche à peu près pareil. Ouais, donc c'est qu'il y avait quand même quelque chose dans une bonne partie de ton écriture au départ. Mon écriture est très musicale, c'est très. C'est pas de la poésie, mais il y a quand même une notion un peu de poésie sonore qui est là. Voilà, c'est sûr. Alors, je reviens donc du coup sur Supérette, enfin sur la Supérette, tu vois, et je trouve que c'est flagrant dans la façon où tu vas, en parlant simplement de 8 degrés 6 et de vin blanc, en fait, non mais tu fais vivre pour tout lecteur, toute lectrice, tout auditeur, tout de suite justement cette espèce d'alcoolisme au quotidien, enfin, alors, et il suffit de deux marqueurs pour ça, hein, en indiquant juste Erta, le bonheur des choses simples,
toute l'alignation publicitaire, elle est là aussi vivante, forte, et il t'a suffi pour ça de 5 mots, quoi. Enfin, donc, et puis le côté effectivement lancinant de ces différents clients ou clientes qui vont se présenter tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes. Enfin, d'abord, je pense que pour tous ceux parmi nous, et c'est la plupart des gens qui ont fait l'expérience effectivement d'être à la caisse du Franprix, parce qu'on parle de Paris Intramuros, donc c'est vrai que c'est beaucoup des Franprix, un peu des Monoprix, mais c'est déjà différent les Monoprix. C'est un Franprix. Ah oui, bah, de toute façon, j'en suis sûr. Attends. C'est le stress de cette nouvelle, c'est qu'on se reconnaît tous à un moment, clairement. dans un moment de stress. Oui, et puis avec effectivement, je crois que, enfin, et par rapport au fantasme de la consommation des années 70, enfin, de la naissance du gros supermarché et de l'hypermarché, dont les grosses supérettes parisiennes sont des modèles extrêmement dégradés, mais enfin, il y avait quand même cette espèce de, honnêtement, il faut s'en souvenir, de libération par la consommation, enfin de l'accès justement à toutes ces merveilles industrielles qui nous sont proposées à bas prix. Alors, je reviendrai tout après sur cette question de bas prix, parce que c'est aussi quelque chose que tu distilles comme ça, et ça rejoint quelque chose, je pense qu'on trouve chez Jean-Charles Macera, et je voulais te poser une question sur ça tout à l'heure. Mais je trouve ça magnifique, tu vois, parce qu'il y a cette expérience. En même temps, il faut bien faire ses courses, quoi. Enfin, donc, cette espèce de stress qui vient de partout, et où à chaque fois tu changes la cause, ou l'absence de cause en fait de stress. C'est un stress qui à un moment devient presque, je vais pas être si ontologique, tu vois, quasiment. De toute façon, c'est stressant, quoi. Et ça dépend. Dans une biocoop, les gens sont moins stressés. Dans un Franprix, c'est pas pareil. Bon, moi, je suis vegan, donc mais la supérette, elle est au coin de ma rue et j'y vais tous les jours. Mais moi, j'achète un produit ou deux. J'achète du café. Bon. Mais j'y vais tous les jours parce que ça me fait 10 minutes de rigolade. Et voir les gens faire les courses, c'est flippant. On voit leur vie, quoi. On voit leur vie, quoi. C'est terrible. On voit comment ils hésitent sur des choses, s'ils regardent les prix ou pas, comment ils parlent à leurs enfants. C'est vraiment l'endroit du monde le plus stressant, en fait. Donc voilà, une supérette, c'est... Là, autant la première nouvelle, je suis pas capable de tenir la fiction longtemps, autant une supérette, s'il faut, je peux en faire 600 pages, quoi. C'est facile. Enfin, il y a juste à écouter les gens. C'est sous une forme différente. Tu as peut-être en tête, c'est le texte d'Emmanuel Adli, en fait. Je paye. Non, ouais. Qui effectivement, bon, de façon beaucoup plus là c'est plus en fait. Concept, Ouais. c'est plus conceptuel. Mais de pousser à partir de l'ensemble, en fait, de l'ensemble de ces tickets de caisse, en fait, collectionnés pendant un an, d'en extraire, en fait, voilà, l'histoire que ça dit, en fait, une somme d'un an de tickets de caisse. C'est un texte de Emmanuel Adli. Mieux que ce livre, que moi j'aime pas beaucoup, il y a un livre magnifique de Claude Kloski, l'artiste, qui s'appelle Mon catalogue. Ça date de 1990, c'est un gros pavé. Ça doit plus être édité parce que ça avait été édité par un musée. Et là, il fait la même chose. Et il dit ma chemise verte en coton sans passant, polyester, truc. Et il décrit tout ce qu'il a chez lui comme ça. Et c'est hyper conceptuel comme tout son travail, mais ça marche vraiment. Je pense que Adli a dû probablement s'inspirer aussi de ça. Alors du coup, je pensais certaines des formes par moment que tu adoptes, alors sauf que tu les condenses au lieu justement de les diluer. Et là, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est parce que vraiment pour moi, enfin condenser, ça donne un certain type de force, mais dans une forme de dilution et de répétition, il pourrait y avoir autre chose. Et ça me fait penser par endroit, et la supérette en est emblématique, à un écrivain avec qui tu as travaillé, en fait, qui est donc Jean-Charles, je ne sais jamais si on dit Macera ou Macera, mais Macera, et qui était... Normalement, il y a un accent, mais par coquetterie, il l'enlève depuis une quinzaine d'années. Et qui était United Problems of Coût de la main-d'œuvre, chez POL, et qui est un texte incroyable, parce que il y a un jeu, enfin, qui est à l'œuvre dans Golden Hello, c'est le jeu avec le cliché et le mode automatique, en fait, je dirais, soit d'un certain journalisme, soit de la conversation qu'on simplifierait en appelant conversation de café du commerce. Mais en fait, c'est un maniement de clichés, et quand ces clichés se télescopent, c'est-à-dire des clichés d'économistes, entre guillemets, savants,
expliquant la crise, enfin, avec des clichés, mais des clichés qui ont pignon sur rue, et puis des gens qui, effectivement, qui ont fait du commerce, ce truc, et faire se télescoper ces niveaux de langage est une chose que je trouve que tu fais incroyablement bien dans beaucoup des textes de Golden Hello, c'est d'aller piocher la matière qui est de la matière ressassée, mais qui prend un jour nouveau. Donc ce travail sur les différents niveaux de langage, c'est quelque chose que tu... Oui, qui a toujours été au cœur de mon boulot. Et Jean-Charles, quand moi j'ai lu United emmerdement, je lui ai fait un mot, on se connaissait pas encore vraiment bien, mais on avait plein d'amis communs. Et quand Le Monde Joue est sorti, il l'a lu et il m'a appelé. Et on voyait bien qu'on avait une manière de travailler. Et du coup, c'est là qu'il m'a dit, bon Eric, il faudrait peut-être qu'on fasse un truc ensemble. Et de là est né le Guide du démocrate. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, alors on a eu cette idée, on a fait une résidence chez Kiasma pendant 10 mois. Après, on a écrit le livre. Après, il y a eu beaucoup de promos, plein de gens nous invitaient pour ce livre. Après, il y a eu la pièce de théâtre. Enfin, c'est quelque chose qui nous a occupés pendant 4-5 ans. Et puis moi, j'ai pas... Là, Golden Hello vient de sortir. J'ai un autre livre qui sort au mois de février qui s'appelle Terreur saison 1. Je peux pas dire chez qui parce que l'éditeur est en train de se faire racheter par un plus gros. Donc, je dois attendre 15 jours pour le dire. Et, mais moi sinon, j'ai pas publié depuis 2010 en fait. En 2010, j'ai eu 3 livres d'un coup, Le Guide du démocrate, Kill David et puis Programme. Et après, j'ai pas eu le temps en fait. Il y avait Le Guide du démocrate, il y avait les éditions R. Moi j'écrivais un peu, mais c'était pas assez satisfaisant. J'avais pas assez de temps. Et donc voilà, là maintenant qu'il n'y a plus les éditions R, j'ai 2-3 textes en route. Là, il y a le 8e livre, le 9e mois de février. J'ai un texte aussi qui s'appelle Agora Zéro, que j'ai écrit avec Frédéric, qui est là, qu'on n'arrive pas à placer pour l'instant, que toi tu as lu. Tu te rappelles d'Agora sur la Silicon Valley. Et puis j'écris là en ce moment un roman qui va tenir ses promesses fictionnelles, qui s'appelle Réel. Oui, parce que quand même, il faut... Là, il y a 18 personnages, et sur 300 pages, normalement, ça se tient. Il y a tous les marqueurs du roman, donc les personnages, les chapitres, les rebondissements, tenir en haleine le lecteur, et puis une fin incroyable, voilà. Les ingrédients du roman. Donc voilà, je me suis dit, pour mon 10e livre, il faut quand même que j'essaie de tenir cette chose pour voir si j'arrive à le faire ou pas. Alors, bien sûr, c'est comme Daniel Eski quand il fait un roman, enfin je me compare pas du tout à lui, hein, mais il essaye de trouver des trucs pour renouveler le genre. Enfin voilà, il faut pas juste trouver des personnages d'une histoire, faut trouver aussi une forme qui renouvelle un peu le genre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que, enfin, moi en tant que lecteur, hein, et quelle que soit la forme que tu adoptes ou que tu choisisses d'adopter, je pense sincèrement que tu fais partie, enfin parmi les écrivains que je connais, j'en connais quand même quelques-uns, enfin au sens où je les lis, hein, des personnes qui savent le mieux faire cracher en fait aux clichés et aux images qui encombrent notre esprit en permanence, de leur faire cracher leur vérité pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire dans ce qu'elles ont effectivement parfois de jolis ou de sympathiques cachés justement sous le trait désagréable, et à l'inverse de l'horreur que peuvent représenter des choses banales en fait du quotidien. Et je trouve que les différentes nouvelles de Golden Hello envoient des coups d'éclairage extrêmement puissants sur la façon dont ce langage il est jamais anodin, quoi. Enfin, il est extrêmement... Oui, moi aussi. Moi, je suis d'accord, c'est ce que j'essaie de faire. Après, je sais pas si ça marche, mais j'essaie de trouver des formules inédites. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est d'aller au plus près pour essayer de définir des choses sans verser soit dans quelque chose qui verse trop vers l'essai ou la démonstration, et sans se faire submerger non plus par la littérature avec
avec trop d'émotions et puis trop de décors. Voilà. Là, ça renvoie tout de suite. Voilà. Il n'y a pas le temps de s'installer. Ça doit, tout de suite, ça doit sonner. De toute façon, quand je prends un livre, si les 5 premières lignes m'éclatent pas la tête, j'ai pas envie de lire la suite. 5 premières lignes, ouais. comme ça. Ouais, mais il faut tout de suite qu'on sente la voix de l'écrivain, la langue et la voix. Si je sens sa voix, même si c'est pas forcément à mon goût, mais si je sens la voix tout de suite, bah, là j'ai envie de lire. S'il y a quelque chose qui s'installe, qui est trop démonstratif et trop long dans l'émotion, ça me plaît moins. Je peux quand même le lire, j'exagère, mais ça m'accroche moins, c'est sûr. Du coup, est-ce que tu nous lirais un 3e extrait? Un 3e extrait pour quasiment conclure, avant qu'on poursuive de façon encore plus détendue. Je lis la fin d'une vidéo ou le début d'une vidéo? Je lis la fin d'une vidéo. C'est une vidéo, c'est l'harmonie parfaite, le goût des choses simples, une confiserie industrielle mondialisée, un jouet jetable à base d'hydrocarbures, des rires factices immodérés, une façon de rendre plus exceptionnels les petits moments de la vie de tous les jours entre parents et enfants. C'est une vidéo de la vie de tous les jours. C'est une vidéo où le père ne dit pas « je récapitule » mais « je récapépète » et la fille ne dit pas « oui » mais « ouais ». C'est une nouvelle langue officielle. C'est une vidéo, c'est un outil du soft power, ce sont des moments inoubliables où des marques influencent des parents qui influencent leurs enfants pour faire des vidéos qui influencent des enfants qui influencent leurs parents pour acheter des confiseries contenant de petits jouets. C'est une vidéo et de temps à autre, il y a des invités, une cousine, une amie de passage. Les rires sont décuplés, les cadrages encore plus incertains. Le père distribue les confiseries à ouvrir, c'est l'occasion de faire 10 secondes de calcul mental. Alors les filles, il y a 18 œufs à ouvrir aujourd'hui et vous êtes 2, donc ça fait combien d'œufs chacune? Désir d'apprendre. C'est une vidéo, c'est peut-être la base d'un futur programme scolaire, les prémices d'une pédagogie toujours au plus près des entreprises et des consommateurs. Une éducation orientée client. C'est une vidéo, et l'on peut la regarder plusieurs fois de suite. Sans contenu, on ne peut être déçu. Les rires de la fillette suspendent le temps, les conflits, la disparition des espèces et les petits bobos. Tout un programme. C'est une vidéo, et dans le doute, il faudrait sûrement tenter de sauver la fillette. Le père semble plus difficile à déprogrammer. L'émancipation est impossible dans certains cas. Une opération bien conçue, un kidnapping lors d'un tournage en extérieur, il y en a. Mobiliser des experts en retour sur soi, se servir de l'adoration des dizaines de milliers de fans pour construire une contre-fiction. C'est une vidéo conçue par des marques, des partenariats de marques, des holdings, des firmes, des ramifications immodérées, des multinationales titanesques qui, pour quelques confiseries et jouets, ont convaincu une fillette et son père de venir comme ils sont, d'être eux-mêmes. C'est authentique, c'est une vidéo authentique, des personnages authentiques. C'est une vidéo, et oui, il faut tenter de sauver la fillette, pour elle, mais surtout pour nous. Nous venons aussi comme nous sommes. C'est une vidéo qui donne envie à des personnes de sauver la fillette d'une manière ou d'une autre. Ils réfléchissent, élaborent des scénarios complexes, irréalisables, ou bien ils rejoignent des communautés organisées dans le lobby critique. Quelques autres s'entêtent dans des démarches personnelles vouées à l'échec, le kidnapping nécessitant un savoir-faire bien spécifique. C'est une vidéo qui révèle des dysfonctionnements, des misères de l'imaginaire, du peu d'enthousiasme général des marques et des consommateurs, de la fatigue d'être un peu exigeant à tout point de vue, et qui pourrait être étudiée comme le condensé de tous les problèmes insolubles des démocraties à bout de souffle. C'est une vidéo, là où nous en sommes, une vidéo qui pourrait être le point de départ d'une grande conférence internationale sur le là où nous en sommes vraiment. L'enjeu est majeur, la Terre pourrait ne plus devenir habitable, des rires immodérés auraient masqué tous les problèmes depuis si longtemps. C'est une vidéo qui est la fin de l'histoire sans grande conférence internationale, la fin de l'histoire sans histoire. C'est une vidéo qui se termine par des rires immodérés et par bisous bisous. Bravo. Voilà, donc je pense que vous aurez saisi, si vous ne le saviez pas déjà, que Golden Hello représente vraiment une forme de l'art d'Eric Harlix qui est assez aboutie, et que vraiment son nombre de facettes, en fait, et cette façon d'aborder
par plein d'angles différents, ce qui fait un peu la bouillie contemporaine, y compris avec quelques minces lueurs d'espoir en fait dissimulées soigneusement dedans, en fait un peu le cadeau idéal. Voilà, donc, je vais le mentionner, parce que parfois à tort on pense que c'est pessimiste, alors que non, en fait on sent bien qu'il y a une espèce de joie, une joie triste, et que bien sûr que c'est un paradoxe, mais que c'est quelque chose qui voilà, qui mérite d'être répandu comme une vidéo virale, justement. Il y en a une qui est plus joyeuse. Les écrivains. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci, Eric. Vraiment, c'est un grand plaisir de t'avoir avec ce texte ici. Et donc, voilà, j'espère que ce texte va avoir le destin qu'il mérite, hein, qui est beau. Merci à toi.